C'est parti, on va parler d'IA, d'agentique, appliquée à l'actuariat. Alors pour me présenter, je suis Redouane, je suis directeur au sein du cabinet Deloitte. Et on s'est dit que pour s'introduire, on va chacun choisir une citation, un proverbe. Alors pour ma part, ça sera Antoine Lavoisier, 1789. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pour partager deux convictions. La première est qu'on est face à une transformation majeure avec l'IA qu'il va falloir qu'on absorbe. La deuxième, c'est pour dire que les fondamentaux du métier actuariat ne vont pas changer. Pour parler de cette transformation, j'ai avec moi la crème de la crème. Alors je vais commencer par Raphaël, qui a elle aussi sa citation. Crème de la crème est sur du Coluche, un peu moins sérieux. Le changement, tout le monde en veut, à condition que rien ne change. C'est parfois des phrases qu'on peut entendre en entreprise, donc on va essayer, via des exemples, de lever les freins et les peurs qu'il pourrait y avoir à l'utilisation de l'IA et essayer de vous convaincre que le changement, c'est bien. Et Frédéric ? Bonjour à tous, donc, je m'appelle Frédéric Bouy, moi je suis partenaire ingénieur dans les équipes de Google, donc ingénieur avant-vente qui travaille avec nos partenaires. Donc moi la phrase que j'ai choisie, c'est le futur ne peut pas être prédit, mais il peut être inventé. Alors c'est une phrase d'Alan Kay, donc un informaticien américain, que je trouve très belle, notamment dans le contexte, et un petit clin d'œil aussi aux actuaires qui à mon sens, cherchent un peu comme analyse du renseignement à prédire le futur, prédire en tout cas anticiper pour minimiser le risque. Donc je trouvais ça intéressant. Et Alan Kay, du coup, lui, il avait contribué, entre autres, à développer des systèmes de fenêtres pour les ordinateurs et à populariser l'ordinateur portable et personnel. Et je pense que de la même façon qu'il avait inventé son futur qui est devenu notre présent, je pense qu'aujourd'hui, de la façon dont on va déployer, dont on va prendre en main l'intelligence artificielle, les agents, va impacter, il va dessiner notre futur à court et moyen terme. Donc c'était une citation qui m'a beaucoup interpellé en tout cas. Merci pour le parallèle Frédéric, et on a Mathieu. Donc moi Mathieu, senior consultant actuariat côté Deloitte, et donc ma phrase c'est du ODR ajusté. Les IA ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et l'idée c'est que l'IA n'est pas magique, il va falloir guider l'IA, construire tout un tas de choses avant pour que l'IA soit complètement pertinente. Donc on va le voir sur la présentation. Et on a prévu une présentation en 3 actes. Alors, acte 1, on va faire un retour de benchmark, c'est-à-dire qu'on va partager avec vous notre analyse de marché sur l'adoption de l'IA par les équipes actuariats. L'acte 2, on va partager des démonstrations des cas réels d'agents IA appliqués pour montrer les modes de travail, pour imaginer ensemble les modes de travail de demain. Et 3, c'est une réflexion qu'on invite à partager ici sur quels sont les prérequis nécessaires à cette transformation. C'est-à-dire comment est-ce qu'ensemble on va pouvoir passer le cap. Sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement. On va avoir quelques minutes de vidéo. Rappelez-vous du congrès 2024. C'était il y a 1 an. Raphaël est actuaire, responsable de nombreuses productions financières, reporting réglementaire et de présentations internes. Entre clôture trimestrielle, réconciliation multinorme, valorisation de portefeuille et soirées à passer des ajustements manuels. Ces semaines sont rythmées par les urgences. Sauf que Raphaël est technologie optimiste. Déjà en 2024, elle explore les plateformes de données. Elle crée des équipes d'actuaires data scientists. Elle investiguait les possibilités d'automatisation de ces processus. Son credo, l'automatisation, appelle l'automatisation. Et ce credo reste vrai en 2025. Aujourd'hui, les utilisateurs de données font face à une pression constante, des outils dispersés et des données peu fiables. Et si nous changions d'approche ? Tout commence par les données des contrats, des investissements, des sinistres. Ces données sont centralisées, accessibles et fiables. Sur cette base, nous superposons des data products, tels que des triangles ou des tables d'hypothèses, combinant données et logique métier. Viennent ensuite les apps comme les modèles ALM ou les modèles de calcul de capital, et les solutions analytiques comme les tableaux de bord. Souvent déjà développés, nous les connectons entre eux.
Et l'IA vient unifier l'ensemble, orchestrant les données et les outils et ajoutant des capacités d'IA génératives. Jetons un œil à la plateforme. L'utilisateur arrive sur un espace de travail personnalisé, un ensemble d'applications fiables et prêtes à l'emploi et de data products qu'il a sélectionnés en fonction de ses besoins spécifiques. Créons des triangles non-vie. Le modèle est paramétré puis est lancé en quelques clics. Ensuite, nous accédons au Marketplace. Nous pouvons télécharger de nouveaux composants accompagnés de leur documentation. Tout est inclus pour les comprendre et les réutiliser en toute sécurité. Enfin, nous activons l'agent IA. Une question métier est posée, sans besoin de menu ni de clic. L'IA interprète la demande, lance le modèle de provisionnement, construit les tableaux, crée les visualisations et commente les résultats. Le rapport est produit et envoyé par email, prêt à être partagé. Transformons notre vision grâce à une plateforme de données collaborative conçue pour l'efficacité et pour une mise à l'échelle accélérée. Construisez une fois, déployez partout. Vous voyez, on se fait remplacer aussi maintenant par les agents. La première partie porte sur les benchmarks. Je laisse la parole à Raphaël. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, j'ai finalement eu mon deuxième biopic. C'est plus que Céline Dion et c'est une vraie fierté pour moi. Au-delà de la fierté, dans la vidéo, donc on vous a montré plusieurs exemples de cas concrets d'utilisation de l'IA. On y reviendra ensuite avec des démonstrations, mais avant ça, on a voulu voir un petit peu où en était l'utilisation de l'IA dans nos métiers. Donc pour ça, on a réalisé un benchmark qui, comme vous le voyez, est assez représentatif. On a eu des acteurs répondant à la fois en non-vie, en vie et sur de la réassurance, avec des entreprises de différentes tailles et surtout avec des actuaires qui travaillent dans différentes directions qu'on peut trouver dans les entreprises. Ce qu'on voit ensuite, la bonne nouvelle, c'est que parmi les actuaires, quasi-intégralité est quand même familier avec l'IA et l'utilisation des agents. Alors, par chance, le benchmark étant anonyme, on ne pourra pas vous dire quelles sont les deux personnes qui trouvent que rien ne vaut un bon vieux Excel. Mais voilà, donc les gens sont quand même familiers avec le concept. Quand on a demandé sur quoi est-ce qu'on pouvait trouver de la valeur ajoutée, alors on retrouve quand même des grandes thématiques qu'on a toujours plus ou moins vues dès qu'on parle d'IA. Donc tout ce qui va être production et revue de rapport, la documentation de code et la génération de code. Ce qui est assez nouveau par rapport au sondage qu'on pouvait voir avant et qui là remporte l'adhésion, c'est l'automatisation et l'orchestration. Ensuite, quand on regarde où est-ce qu'est la valeur ajoutée, vous le voyez, elle est dans beaucoup de domaines et sur quasiment toute la chaîne de l'actuariat. Et on a voulu ensuite zoomer un petit peu plus. Et finalement, en zoomant, on a eu un peu la même conclusion. C'est que si vous regardez, on peut trouver de la valeur vraiment sur toute la chaîne actuarielle. Et voilà, même en décomposant, donc on voit un réel intérêt pour les agents et pour l'IA de la part des actuaires. Par contre, malgré cette envie et le fait qu'on arrive à voir où peut être la valeur, finalement, le niveau d'exposition est assez faible. Donc vous le voyez, il y a quand même une grande majorité de répondants qui sont à des niveaux peu élevés. Et je crois qu'on doit avoir du 5% sur le niveau élevé, ce qui, au vu de toute la communication qui est faite autour de l'IA, est finalement relativement faible. De même, quand vous regardez le niveau de maturité dans les entreprises, vous voyez qu'il tombe sous la moyenne au global et le score est encore bien plus faible quand on commence à parler de l'actuariat. Donc voilà. Là, on voit quelque chose d'un peu bizarre, c'est que finalement, on voit tous l'intérêt, on est tous familiers, mais finalement, dans les entreprises, c'est assez peu répandu. Donc, on imagine qu'il y a des freins. La bonne nouvelle, c'est que ce frein, ce n'est pas l'envie d'y aller de la part des actuaires. Vous le voyez à gauche, quasiment tous, s'il n'y a pas de limite technologique, sont prêts à y aller et à y aller très vite. En termes de limites, par contre, alors, le premier qui ressort, c'est le sens critique auprès de l'IA. Mais ça, finalement, on l'a déjà aujourd'hui, c'est un peu le cœur de métier de l'actuaire, et ça ne changera pas. Ensuite, il y a tout ce qui est limite technique et l'identification des cas d'usage. Donc voilà. L'idée de cette présentation, c'est de vous aider à définir ces cas d'usage, à vous montrer des exemples concrets et pratiques
pour essayer de lever un peu les freins qu'on a pu voir via ce benchmark avec une vraie envie d'y aller, mais finalement assez peu de choses qui sont aujourd'hui concrètes et déjà en place dans les entreprises. C'est fini pour la partie benchmark. On va rentrer sur la partie démonstration. Ça sera Frédéric et Mathieu. Donc je vais échanger avec Mathieu, si tu veux prendre la main. Frédéric. Ouais, merci Mathieu. Donc pour commencer, on voulait essayer de définir rapidement qu'est-ce que c'est qu'un agent. Donc un agent, c'est un système logiciel qui utilise des modèles d'IA générative pour poursuivre de manière autonome des objectifs et accomplir des tâches pour le compte d'un utilisateur. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Donc vous allez voir un utilisateur qui va pouvoir échanger avec un agent, lui transmettre des requêtes et récupérer des réponses. Vous allez avoir une couche principale où vous allez avoir la capacité en fait de l'agent à orchestrer à travers des boucles de raisonnement, à planifier en fait l'exécution ou à découper la requête en plus petites sous-requêtes pour créer un raisonnement, en fait, ce qu'on appelle. Donc, ça a cette capacité à planifier, c'est-à-dire à décomposer les problèmes complexes en sous-tâches plus petites. Vous allez avoir aussi une capacité de mémoire à court terme et long terme pour garder le souvenir, en fait, maintenir le contexte de l'interaction avec l'utilisateur, garder le souvenir d'un certain nombre de résultats. Vous allez avoir la couche dessous qui est assez importante et je pense que Mathieu y reviendra certainement tout à l'heure, c'est la façon dont on va définir un agent. C'est-à-dire qu'un agent, on va le définir d'une certaine manière avec une sémantique pour permettre au LLM de comprendre ce que va faire l'agent, quel est son but, quelles sont ses tâches, quelles sont les instructions qu'on va lui donner et quels sont les outils dont il va avoir à sa disposition. À gauche, vous allez voir un certain nombre d'outils que l'agent va pouvoir utiliser. Les outils, ce sont des fonctions qu'il va pouvoir appeler, par exemple, pour faire un calcul, pour accéder à des bases de données ou pour interagir avec des API. Il va aller chercher des informations ou demander à des programmes de s'exécuter pour en récupérer des résultats et les utiliser pour fournir en langage naturel une réponse à l'utilisateur. Sous cette brique outils, vous allez trouver cette brique des agents. Donc un agent est capable aussi d'interagir avec d'autres agents. On peut créer des architectures multi-agents qui sont capables de se challenger, d'échanger de l'information. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui évoluent dans ce sens-là, notamment des protocoles et des façons de communiquer entre agents, de passer de contexte et aussi des problèmes et des défis qui arrivent avec ça, comment j'anonymise, comment je respecte en fait les contrats entre mes agents. Et j'en ai pas parlé, mais on va trouver à droite aussi ce qui a permis aussi l'arrivée et la naissance de ces agents, ce sont tous les moteurs de LLM, les Large Language Models ou les modèles foundation models qui vont permettre l'arrivée de ces agents qui sont issus de la recherche autour du langage naturel et qu'on va pouvoir réutiliser, customiser et adapter à un besoin, une fonction particulière. Donc Mathieu va revenir et vous présenter là sur ce qu'on a développé, sur toutes ces capacités de planifier, de raisonner, d'agir, se souvenir, s'adapter en fait à un retour d'un autre agent ou d'un utilisateur et de générer du contenu. Donc un agent, il est capable de planifier, d'exécuter de manière autonome des actions et d'une manière propice à la réalisation d'un objectif de haut niveau exprimé par un utilisateur. C'est ce qui va le différencier d'un programme, on va dire, un peu classique ou informatique qui va réaliser une tâche. Du coup, je te laisse la main, Mathieu, pour commenter tout le travail qui a été fait et présenter la démonstration. Merci. Alors, on va repartir de ce graphique. On vous l'a montré, parce qu'on va avoir une démonstration pour pas que ça paraisse complètement magique. On essaye de montrer un peu le derrière de la machine, d'ouvrir le capot avant de faire la démonstration. L'idée qu'il faut comprendre, c'est que les agents, c'est un algorithme qui rapproche l'homme de la technologie. Le fond de l'affaire, c'est grâce au LLM, on peut parler en langage humain pour donner des commandes. Cette partie-là, c'est la partie gauche que l'on voit en bleu, la partie agent. Donc tout ce que vient d'écrire Frédéric. Cet agent-là, vous le connaissez déjà. Finalement, vous allez avoir accès à des modèles de Generative AI, Gemini, Copilot, ChatGPT. Ce qu'on lui rajoute, l'agent, c'est qu'on va lui donner toute la partie outils. Et c'est là que la partie actuariat va intervenir. Donc dans notre modèle, on a nos agents et à droite, on va voir nos outils actuariels. On va voir l'outil de provisionnement, toute la partie application. Donc là, c'est des applications. Donc outils de provisionnement, construction de triangles, outils de requête de données. Et on va voir la brique dans le dessous, ce sera le bas de la pyramide, on y reviendra plus tard, qui est la partie data product, où là, on va venir piocher dans les données, activer les bonnes fonctions pour obtenir le résultat que l'on veut, tout en ayant fait une commande uniquement
va dire en langage humain, donc en faisant un prompt classique. La démonstration, elle a pour vocation à essayer de se projeter, d'imaginer quel sera l'espace de travail d'un actuaire demain. Donc on part d'un cas très concret, on est sur notre navigateur, enfin sur notre bureau. Premièrement, on va venir ouvrir notre navigateur. Et on va venir se connecter à notre espace, notre site internet favori, qui sera du coup notre agent. Là, vous allez reconnaître une interface classique d'IA avec à gauche un prompt. Et la nouveauté, c'est la partie à droite, c'est toute la partie outils. Donc là, on voit, on a les agents, les applications, les data products. Et maintenant, notre agent va pouvoir aller piocher dans ces outils-là pour faire appel à faire les actions qu'on souhaite. Donc on va déjà lui poser la question, je souhaite faire du provisionnement yard. Donc cet agent, il sait qu'il a à sa disposition différents outils. À l'intérieur de ces outils, on a expliqué qu'est-ce que me fait tel agent. Là, il me repère les possibles agents que je peux utiliser. En l'occurrence, il m'en repère 2. Donc je vais lui demander de rentrer dans mon agent yard. Là, j'étais dans un agent général. Il va venir, agent général nouvelle version par rapport à ce qu'on connaît en assurance. Et là, on va rentrer dans le nouvel agent. À partir de ici, on voit en haut, on rentre dans notre nouvel agent. On peut voir à droite qu'on a sélectionné un agent spécifique. Et cet agent-là sait faire des tâches particulières. Dans un premier temps, je vais lui demander, par exemple, quelles sont les données dont il a à sa disposition. Derrière les données, donc, ça va être la partie data product que l'on a vue et que l'on reverra. Il va me dire j'ai des données internes à la compagnie, typiquement mon portefeuille de sinistres, et j'ai aussi à la fois des données publiques. Je vais récupérer mon inflation depuis l'INSEE, je vais récupérer mes données de l'EIOPA pour ma courbe des taux, par exemple. On pourra bien sûr sécuriser les données qu'on utilise et flaguer. On ne va sans doute pas aller récupérer directement depuis Internet. Je vais lui demander maintenant de me calculer le score de qualité pour mes sinistres. Il m'a indiqué qu'en l'occurrence, alors, ce qui est bien dans une démo, tout fonctionne bien. On a 100% de résultats, on n'a pas de doublons, on n'a pas de valeur manquante. Maintenant, je vais lui demander de m'afficher mon triangle pour mon portefeuille auto. Ce qu'il va venir faire derrière, c'est que c'est un agent qui va activer ma fonction que j'ai codée de, par exemple, affichage d'un triangle. Il va venir l'activer pour pouvoir du coup, m'afficher dans mon prompt ma fonction. Donc là, il me demande, pour afficher ce portefeuille auto, je vais utiliser la fonction génération triangle, est-ce bien ce que vous souhaitez? Donc là, on lui répond oui. Alors ça, c'est tout le sujet d'apporter du LLM et de l'incertain, c'est qu'on va discuter avec lui, parfois il ne comprendra pas, on va lui préciser. Donc là, on voit notre triangle du portefeuille auto. Maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est très bien, je vais appliquer une méthode de chain ladder pour venir compléter mon triangle. Je précise que je veux un scénario central pour l'inflation. Ce qu'il va faire derrière, le LLM va comprendre, ok, je vais faire du chain ladder, quels sont mes outils à ma disposition. En l'occurrence, je sais que j'ai une fonction méthode chain ladder, et donc c'est cette fonction-là que je vais appeler avec les données dont j'ai à ma disposition. Et donc là, on voit que le triangle s'est complété en suivant une méthode de chain ladder. Ce qu'on va lui faire maintenant, dans cette phase d'exploration de données, c'est qu'on va lui dire, très bien, je vais recalculer mon chain ladder, cette fois-ci en me prenant un autre scénario pour l'inflation. Imaginons qu'on a une baisse de l'inflation de 100 BP. Il est complètement en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que lui, il a la fonction chain ladder. Derrière, il va appeler, il a son portefeuille auto, il va rappeler la même fonction de chain ladder, sauf qu'il va comprendre qu'en input, il ne faut pas lui donner l'inflation au scénario central, mais lui donner l'inflation au scénario moins 100 BP. Et donc à partir de là, il va pouvoir me refaire le calcul. Donc je lui demande de m'afficher la différence pour qu'on puisse voir une évolution. À ça, ça reste un modèle LLM derrière. Donc je peux directement lui demander des explications sur, typiquement, est-ce qu'une baisse d'inflation fait diminuer les provisions? Étant donné qu'il a toute l'intelligence classique qu'on connaît déjà des modèles de Generative AI, tout l'entraînement public, mais en plus il sera entraîné sur mes données personnelles qui donnera des analyses d'autant plus pertinentes, il va pouvoir me répondre à cette question. En l'occurrence, il me dit oui, une baisse de l'inflation de 100 points de base a effectivement entraîné une diminution des provisions. Pourquoi? Parce que les sinistres qu'on va indemniser plus tard coûteront moins cher, étant donné qu'il y aurait moins d'inflation. Donc il va pouvoir aussi m'apporter une explication métier directement dans une interface très très simple. Donc maintenant, j'ai fini ma phase d'exploration des données et je vais arriver à un autre sujet, un use case classique, qui est ma génération de rapports. Donc je vais lui demander, très bien, je finis l'exploration, je veux générer un rapport.
Cet agent-là, on a dit qu'il était spécialisé pour explorer, pour faire des triangles. À ce moment-là, il va comprendre que c'est plus son boulot, et donc il va nous rediriger vers un autre agent qui, lui, est spécialisé dans la génération de rapports, lui a été entraîné sur le template, la structure du rapport que l'on attend, connaît les rapports des années précédentes. Donc là, je suis arrivé dans le nouvel agent, on voit qu'à droite, le nouveau agent a été sélectionné. Et donc il me demande directement ce qu'il a été entraîné pour. Souhaitez-vous générer le rapport annuel YARD dès maintenant? Je vais lui répondre oui. Il va utiliser les dernières données qu'il a à sa disposition, de la dernière clôture, pour me générer un premier draft de mon template. Donc maintenant, on a notre docx, notre lien, on va pouvoir le télécharger et l'ouvrir. C'est un rapport qui a été complété, on va dire, partiellement. Notamment, on a mis les graphes et les tableaux. À savoir, dans la première vidéo qu'on a montrée, on peut aussi rajouter la fonction, les tableaux, les faire analyser par de l'IA et qui vient venir commenter directement les analyses, nous faire une première version. Il connaît le public, il connaît les données de l'entreprise, il peut faire des analyses plutôt pertinentes. Donc voilà, on a notre fichier docx. Et maintenant, pour finir, je vais lui demander de convertir ce rapport en PDF. Tâche priori plutôt simple. Et là, ce qu'il me dit, c'est qu'il regrette, mais il ne sait pas convertir en PDF. Pourquoi? Parce que l'agent sait faire uniquement les choses qu'on lui a données, c'est-à-dire tous les outils à sa disposition. En l'occurrence, à droite, il n'a pas l'outil convertir en PDF. Et c'est là où tout notre sujet en tant qu'actuaire arrive. C'est qu'on ne va pas tant coder l'agent, on va laisser ça à Frédéric qui saura mieux faire que nous. Nous, on va lui donner les outils actuariels, construire la méthode ChainLadder, mon modèle ALM, et le rendre accessible à de l'IA générative. Donc l'IA sera le haut de la pyramide, et nous, il faut qu'on prépare tout le bas de la pyramide. Et c'est là tous les prérequis, c'est là où notre travail en tant qu'actuaire est le plus important. Et donc, je vais laisser la parole à Redouane. Merci Mathieu. Vous l'avez vu, Raphaël vous a parlé un peu de l'état des lieux. Frédéric et Mathieu vous ont montré ce qu'on peut faire. Donc cette troisième phase, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse, par où est-ce qu'on devrait passer pour peut-être un jour avoir des agents comme ça qui peuvent fonctionner, qui peuvent avoir pignon sur rue dans nos équipes, dans nos entreprises. Alors, je commence par un retour d'expérience de marché parce que vous allez voir, vous avez vu, je pense, il y a cette notion de pyramide qui revient régulièrement dans toute notre présentation, c'est qu'il y a une logique derrière, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui auprès des différents acteurs assurantiels, c'est que tous les sujets mènent vers les data platforms modernes. Que vous preniez par exemple la préparation à la GenAI, ça mène vers les data platforms modernes. La data quality, data platform moderne. Le citizen coder, c'est-à-dire que les actuaires qui veulent coder aussi un petit peu par eux-mêmes, beaucoup par eux-mêmes, citizen coder. Encore une fois, data platform. C'est l'agentique, l'automatisation, le passage vers l'open source. Vous avez probablement parlé de bascule vers Python. Une bascule vers Python seule n'est pas toujours la meilleure idée. C'est bascule vers Python dans une data platform moderne. Donc là-dessus, c'est un retour de marché, c'est des sujets que vous êtes en train de réfléchir au sein de vos entreprises. Et ce qu'on s'est dit, c'est quelle est la meilleure manière de représenter une data platform si ce n'est une pyramide. Pourquoi? Parce qu'on vous a montré l'agent, on vous a montré la partie un peu shiny, brillante, on peut interagir, langage naturel. Sauf que pour que cet agent puisse marcher, puisse fonctionner, il y a des prérequis. Et on a fait un travail avec l'équipe pour faire un parallèle entre le monde de l'actuariat et le jargon de la data. On a deux univers qui sont très proches. On est cousins avec les data scientists, comme vous le savez. C'est juste qu'on porte des noms un peu différents. Et on utilise un jargon spécifique dans tous les cas. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, on va passer un peu de temps avec les data scientists. Ils vont nous donner leurs termes et on va voir comment est-ce qu'on peut les projeter sur notre domaine. Je commence par le bas. Data product. On s'est dit, qu'est-ce qu'un data product? Un terme un peu abstrait, a priori. Mais par contre, quand moi je parle de model point passif, c'est tout aussi abstrait pour mes collègues de la data science. Donc on s'est dit peut-être qu'il y a un parallèle entre le model point ou la table d'hypothèse et le data product. Ensuite, on va avoir toute la partie dite apps ou dashboard ou analytical products. On parle beaucoup dans le data science d'analytical products qui font entre autres du machine learning. Mais la partie commune, c'est que sur cette partie calculatoire, on va aller chercher du compute. Et où est-ce qu'on va aller chercher du compute? Nous, dans nos travaux actuariels, c'est dans tous les travaux de projection. Donc, tout ce qui est ALM, tout ce qui est best estimate, tout ce qui est calcul de modèle interne. Là-dessus, on va aller chercher du compute et il y a un parallèle net à aller tirer
entre la deuxième couche bleu clair que vous voyez, Applicative Analytical Products, et l'univers actuariel qu'on connaît. Et bien sûr, une fois que tout cela est organisé, on pourrait peut-être espérer faire travailler un agent dessus. Alors, je vais être un peu plus précis, parce que pour l'instant, c'est assez théorique. Je cherchais une image pour exprimer ce que c'est qu'un data product. Et imaginons que vous me trouviez sympathique, que vous m'invitiez chez vous, et que vous me demandiez où se trouve votre cravate ou votre chemise. J'aurais besoin d'aller chercher. Aujourd'hui, dans les calculs actuariels qu'on réalise, on va aller beaucoup chercher les informations dans des entrepôts de données. Dans le mot entrepôt de données, il y a le mot entrepôt. Et si vous avez un entrepôt qui n'est pas organisé, c'est-à-dire que si vous êtes amené à aller chercher votre model point pour avoir la dernière version, pour votre table d'hypothèse, savoir où est-ce qu'elle est à jour, etc., il y a un temps qui n'est pas négligeable, surtout si vous avez plusieurs sources de données, pour aller retrouver l'information là où elle est. Ça veut dire que l'agent qu'a présenté Mathieu tout à l'heure, il ne pourra pas aller chercher, connaître toutes ces données si moi-même, actuaire, je ne sais pas où elles sont. Donc il y a un travail de répertoriser l'information, et c'est cela même le principe de data product, c'est-à-dire qu'on combine deux univers, l'univers de la logistique, qui est cher à un autre GAFAM, désolé Frédéric, et l'univers de la donnée d'entreprise. On va se dire comment est-ce que font les robots, les agents, dans un univers d'entreprise, donc de la logistique. Comment est-ce que chaque robot va aller chercher telle boîte à tel endroit. Et on s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant, parce que le parallèle peut se faire de façon assez simple, entre guillemets, c'est qu'on veut mettre des QR codes, entre guillemets, sur nos données. J'insiste beaucoup sur le model point. On a parlé de triangle aussi, donc on couvre vie et non-vie. Mais l'idée, c'est qu'un model point passif, par exemple, ou un model point actif, peut être référencé, identifié dans l'entreprise, dans la donnée d'entreprise, de façon unique. Avec un data product, ça apporte un contrat d'exploitation de la donnée qui tire des notions comme le nom du produit, comme l'identifiant du produit ou de la donnée, ou du bloc de données, du data product, comme l'équipe qui est en charge, notion très importante. Parfois, on ne sait pas qui est vraiment en charge de telle donnée dans l'entreprise, donc on va venir segmenter pour respecter un autre principe. Et j'utilise du jargon, désolé, du data mesh, c'est-à-dire que chaque donnée appartient à un responsable. Une description, le code qui permet de générer le model point, c'est une propriété à part entière, la version, la fréquence de rafraîchissement, l'exigence sur la qualité de données. Donc un ensemble d'informations qu'on rattache à la donnée. Et attention à ne pas confondre avec ceux qui ont probablement travaillé sur des projets de data quality, on parle de répertoire de données. Là, on n'est pas sur un répertoire de données. On est branché à la donnée telle qu'elle existe dans l'entreprise pour pouvoir l'identifier, pour que la machine puisse la retrouver. Et une fois qu'on a ce principe-là, on se dit c'est chouette, on peut retrouver les model points, on peut retrouver les courbes de taux, on peut retrouver les taux de change pour ceux qui ont des filiales à l'étranger, on peut trouver les bases d'actifs qui peuvent servir au calcul, notamment LM, les fameux triangles, divers et variés. Et combien d'entre nous sont parfois à la recherche de la dernière donnée comptable parce qu'on a besoin de cadrer la diagonale ou bien d'aller chercher d'aligner les provisions d'ouverture avec les positions S1 ou normes locales pour faire nos calculs. Donc là aussi, on peut appliquer cette même logique sur l'ensemble de la donnée qui nous entoure. Et donc une fois qu'on a cette identification de données, on peut se dire qu'on peut passer à l'étage 2, celui des apps. Alors, sur les apps, on se dit, pareil, une petite image vaut 1000 mots. C'est que ChatGPT se fait battre. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui sont nés dans les années 70. Et ChatGPT s'est fait battre par un logiciel Atari. Comme quoi, ceux qui sont nés en années 70 sont plus forts que ceux qui sont nés avant. Je ne veux pas créer de discrimination. Mais l'idée est de dire que ChatGPT, en tant que tel, n'est pas si performant que ça, parce qu'il se fait battre par des logiciels spécialisés. Voilà. C'est une actualité très récente, d'ailleurs. Bon, ça amuse un petit peu. Ce qu'on introduit ici avec l'agentique, ce n'est pas d'aller chercher de l'IA. On ne va pas aller chercher ChatGPT. On va aller chercher de l'IA qui, elle-même, va aller chercher des outils spécialisés. C'est-à-dire qu'on travaille en deux couches. On va travailler sur l'interfaçage. Par contre, la spécialisation, on la laisse aux agents,
aux agents qui vont aller appeler les outils spécifiques, les outils de requêtage de données, les outils de calcul, les outils de projection. Tous ces outils-là, ChatGPT ne pourra pas les remplacer. On va aller revaloriser le patrimoine informatique existant au sein de l'actuariat. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, les appels aux agents ne sont pas si compliqués que ça. Parce que ça paraît un peu mystique, mais en vrai, n'ayant pas tant codé que ça, avec un petit peu de Python, on peut créer un agent qui appelle un autre agent. C'est-à-dire que je décris l'agent, je fais exprès de montrer un petit peu de code, mais pour montrer que voilà, ça reste abordable. Donc je décris l'agent. Ça, c'est l'agent Racine, le premier que Mathieu a présenté, qui va aller appeler lui-même d'autres agents. Donc là, comme je suis sympa avec Frédéric, j'utilise Gemini, mais je pourrais utiliser d'autres types de LLM. Je donne une description à l'agent, c'est-à-dire je travaille pour décrire le rôle de l'agent. Je lui donne des instructions et je l'équipe. Là, comme c'est un agent central qui va aller travailler avec d'autres agents, je lui dis tu vas travailler avec d'autres agents. Ça tient en pas beaucoup de lignes, comme vous le voyez. Ensuite, bien sûr, je n'ai pas tout montré, mais ça reste relativement simple. Ensuite, pour la partie agent, donc l'agent qui va appeler l'app, donc là c'est mon agent spécialisé, donc lui, je vais lui donner un ensemble d'outils. Donc je vais dire, c'est un agent qui va faire le calcul reserving d'envie, je lui définis son rôle, je lui dis que lui, il a accès aux outils. Le premier, je lui dis, toi, tu n'as surtout pas accès aux outils, je lui ai donné 0 tools. Et derrière, vous voyez, j'ai une liste de tools que je donne, non-life reserving tools, que je donne à l'agent spécialisé, pour qu'il puisse avoir un écosystème dans lequel il peut travailler et qu'il puisse l'appeler à bon escient. Donc ça, c'est le schéma de Mathieu, présenté tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que le prérequis, finalement, c'est une vision très logistique de la donnée, où je commence par les data products, c'est-à-dire que je mets face à la machine un univers que la machine peut reconnaître. Elle doit pouvoir se repérer dans son univers. Si moi, je ne sais pas où sont mes triangles, la machine ne saura pas. Donc il faut que je puisse lui donner un ensemble d'informations de repérage via la notion de data product. Et ensuite, exactement de la même manière, je dois pouvoir organiser mes outils aussi, de façon à ce que les agents puissent aller appeler les bons outils aux bons endroits. Donc l'idée, c'est un travail fort d'organisation de données et d'outils. Donc ceux qui vous promettent des agents sans parler de data, sans parler d'applicatifs, ce n'est pas l'histoire qu'on partage ici. On part des data, on passe par les applicatifs, et c'est qu'ensuite qu'on peut raisonnablement parler d'agents. On s'est dit, est-ce qu'on est un peu en avance de phase ou on retarde de phase? On a fait un benchmark, on se dit les actuaires sont un petit peu en retard sur le sujet. Je parle par rapport au benchmark qu'on a réalisé. Et on s'est dit, est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est les Français qui sont... Est-ce qu'on est seul dans notre situation? Et on est allé chercher un petit peu ce que faisaient nos confrères ailleurs. Donc on a traversé la Manche, on est parti, on s'est baladé un petit peu côté outre-Atlantique aussi, côté Europe plus centrale. Et on s'est rendu compte, là, c'est une image d'une vraie expérience, c'est-à-dire c'est des acteurs qui, eux aussi, vous voyez, il n'y a pas d'agent ici, en dessus. Donc on est sur des départements finances qui sont en train d'être structurés, organisés autour, non pas d'agents, mais de plateformes. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui contient les données. Et par-dessus ces plateformes, on va venir mettre les products, les applicatifs, les apps, qui vont venir faire moteur capital, moteur marge de service contractuel pour ceux qui parlent le IFRS 17, solution de reporting d'hypothèse, moteur règles comptables, economical balance sheet. Donc bref, et vous voyez, il y a une logique chronologique. C'est-à-dire qu'on commence par des premiers cas et progressivement on étend. Attention à l'effet Big Bang. On cherche aussi des expériences qu'on voit qui se déclenchent. On ne va pas aller chercher à tout faire d'un coup. On va aller chercher de façon tactique, aller identifier les endroits, les zones sur lesquelles il y a peut-être un logiciel pas très performant, peut-être un besoin de sortir de chez un provider, peut-être une stratégie du groupe qui veut qu'on bascule d'une technologie à une autre, peut-être
des situations où il y a peu d'automatisation et on veut accélérer un peu le process. Donc de façon tactique, on vient alimenter progressivement les plateformes et on va créer ce que nos équipes data et IT n'arrivent pas, de l'utilisation métier. Parce que tout l'enjeu n'est pas forcément d'avoir la technologie, elle est là. L'enjeu est celui de l'adoption, c'est-à-dire qu'on puisse collectivement commencer à rentrer sur ce sujet-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aussi laisser un petit peu de temps par la suite. On a un petit mot de la fin, si vous voulez. Je ne sais pas qui veut démarrer. Peut-être pour le mot de la fin, ça fait plusieurs fois que je vois la démo, mais je sais que la première fois que j'ai vu la démo, j'ai eu vraiment des étoiles dans les yeux. Donc j'espère que vous aussi. Et pour le coup, on l'a vu dans les limites, il y avait quand même trouvé des cas d'usage concrets à l'actuariat. Et là, je trouve qu'on les voit vraiment. Le deuxième point, c'est quand même ce concept de pyramide. On a dit, je pense qu'il est important. Finalement, l'IA, c'est un petit bout sur cette pyramide. Et ce qui compte, c'est vraiment le socle. Donc, pour mener ces projets, c'est important aussi de réfléchir à toute cette partie socle. Et il peut y avoir aussi des projets à mener vraiment sur cette partie socle. Dernier point, et ça, c'est mon chef qui me l'a inspiré la semaine dernière, et je vous promets que ce n'est pas une blague pour la présentation. On parlait d'un modèle de prévoyance un peu complexe sur lequel on a un peu perdu de sa champ. Et il m'a demandé si j'avais connu les commutations et les calculs sur feuille. Donc, par rapport à Redouane, j'aurais peut-être dû lui dire que tout le monde n'était pas né dans les années 70. Mais par rapport aux craintes qu'il y a sur l'utilisation de l'IA, finalement, quand on est passé du calcul sur feuille au calcul par ordinateur, on aurait pu dire à peu près les mêmes choses. Et je pense qu'on est tous contents d'où on en est aujourd'hui. Et l'IA, c'est un peu pareil. Il va falloir apprendre à travailler avec, mais finalement, ça ne change pas du tout le cœur de métier de l'actuariat. Donc, ça reste la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Donc voilà, je n'empiète pas trop sur les questions, mais en tout cas, c'était un plaisir pour nous de préparer cette présentation et on espère qu'on aura aidé à mettre en place vos projets IA. Et à votre tour, si vous avez des questions. À nous mettre votre avis. On prend votre avis. Il y a quelques petites surprises embarquées dans le Q&A que vous allez avoir. On est très très preneur. On a 5 minutes pour échanger autour de vos questions. Il y a un micro. Bonjour, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'aurais juste une petite question par rapport à la pyramide où il y avait, on va dire, 4 niveaux. Finalement, si on situe le rôle des actuaires sur cette pyramide, finalement, ils vont intervenir sur la partie data product et puis sur les apps, leur contribution par rapport à tout ce qui a été expliqué. Oui, globalement, c'est exactement ça, l'idée que les agents, c'est pas notre métier. En fait, on ne révolutionne pas notre métier de ce point de vue-là. Parce qu'avant, on avait un fichier Excel, on l'a passé en SaaS. Aujourd'hui, on le passe en plateforme, dans des environnements de plus en plus encadrés, qui nous permettent en fait, de développer de manière plus propre, plus rapidement, en bénéficiant d'une puissance de calcul, en donnant une accessibilité. Ça va être le gros sujet sous-jacent, peut-être qu'on n'a pas beaucoup abordé. À la fin, c'est l'identification des synergies et des mutualisations. C'est-à-dire que lorsqu'on fait sur une plateforme, le sujet, c'est OK, on mutualise et tout le monde va utiliser notre outil. Et donc, effectivement, c'est exactement sur la partie application, c'est Excel, on va dire, si je caricature, ça sous autre provider, nouvelle plateforme où on vient chercher, on vient penser. En fait, c'est un peu la dernière brique de notre implémentation, dans le sens où, et peut-être c'était une autre brique, je sais que Frédéric, on en parle souvent, c'est de penser l'IT comme des commodities. Donc demain, on garde nos outils, on les met accessibles, soit via API, mais en pratique, soit on connaît nos fichiers, on va en profiter pour faire un peu de nettoyage, en étant beaucoup plus accompagné. Et donc effectivement, data product, application, ça ne change pas et ça nous permettra de bénéficier demain, qui sait, de la partie agent, et en tout cas de ne pas insulter l'avenir. C'est beaucoup.